Bienvenue à vous, bonjour, merci d'être avec nous dans la matinale week-end. On est ensemble comme tous les dimanches jusqu'à 10h avec au menu toute l'actualité, des débats, des interviews, des analyses. Avec nous autour de la table, Michel Taub, bonjour Michel. Bonjour. Fondateur du site Opinion Internationale, William Tay, bonjour à Bonjour. vous. Président du cercle de réflexion Le Millénaire et Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales. Bonjour Harold. Bonjour. À noter qu'à 8h, Jean-Pierre Elkabbach recevra Patrick Pelloux. Il est président de l'Association des médecins urgentistes hospitaliers en pleine crise de l'hôpital et en pleine reprise également du Covid. Mais d'abord, c'est la météo de ce dimanche 26 juin et c'est avec Karine Durand. C'est une journée humide, instable, orageuse qui vous attend sur les 3/4 du pays avec ce matin encore ce bandeau pluvieux avec parfois quelques coups de tonnerre. Globalement de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'à l'Auvergne en remontant vers la Bourgogne-Franche-Comté et vers globalement la région Grand Est. Attention surtout sur le massif central où les orages peuvent être assez forts. Sur le nord-ouest, on a de belles éclaircies ce matin, parfois entrecoupées de quelques nuages. C'est le cas sur la région parisienne. Sur les Hauts-de-France, on a toujours la Provence-Alpes-Côte d'Azur qui conserve ce beau temps calme et sec. Au cours de l'après-midi, attention, les orages vont s'intensifier, en particulier sur le massif central jusqu'en remontant vers la Bourgogne. En ce qui concerne le massif central, on peut avoir de forts cumuls de pluie, 40 à 80 mm de pluie au cours de la journée. Les nuages envahissent davantage le nord-ouest et globalement la moitié nord et on conserve encore ce beau temps calme sur les bords de la Méditerranée. Les températures sont basses ce matin, en nette baisse par rapport à hier, 13 sur la région parisienne, 9 du côté de la mer du Nord et jusqu'à 22 degrés en direction de la Côte d'Azur. Et au cours de l'après-midi, on retrouve également des valeurs assez basses sur le nord-ouest, même si on a une petite hausse sur la région parisienne par rapport à hier. 22 sur Paris, 18 sur Brest et un maximum de 34 degrés, encore une fois, sur les bords de la Méditerranée. À la une de l'actualité, Elisabeth Borne reste la chef du gouvernement. Elle a quelques jours pour former un nouveau gouvernement. Nous reviendrons sur la déclaration d'Emmanuel Macron hier qui écarte la France insoumise et le Rassemblement national du champ des partis de gouvernement. Les précisions dans un instant d'Elisa Lukaski. À tout de suite, Elisa. Et revoilà la menace nucléaire. Au 5e mois de la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine annonce qu'il va armer le Bélarus voisin avec des missiles à capacité nucléaire. Annonce alors que se tient aujourd'hui un sommet du G7 en Allemagne et dans 2 jours un nouveau sommet de l'OTAN. Le manque criant d'enseignants se confirme. Le taux de candidats admissibles au concours de l'enseignement est particulièrement bas cette année. Faut-il craindre pour les élèves à la rentrée prochaine? Quelles matières sont concernées? On en parle dans la matinale week-end. Les jeux de position risquent de durer encore un bon moment, faute de trouver des partis prêts à une coalition ou une entrée au gouvernement. Eh bien, Emmanuel Macron a décidé de jouer la montre. Il confie en tout cas les clés à Elisabeth Borne pour former ce qu'il appelle un gouvernement d'action qui sera nommé tout début juillet. Le président s'est confié dans un long entretien à l'AFP, dont voici ce qu'il faut retenir avec vous, Elisa Lukaski. D'abord, il faut retenir que même en l'absence de majorité absolue à l'Assemblée nationale, il réitère sa confiance envers sa première ministre Elisabeth Borne qui restera donc à son poste. Elle a ma confiance dans la durée. C'est elle qui va être la femme d'action du président, chargée de soumettre des propositions pour établir une feuille de route, mais aussi pour composer un nouveau gouvernement d'action au service de la France qui sera mis en place début juillet. Un gouvernement d'action qui ne va pas englober tout l'éventail politique. Les extrêmes, le Rassemblement national et la France insoumise sont mis de côté par le président. Ce sera des communistes au LR. Les Français ont accordé une légitimité aux députés RN et LFI et ces partis ont une formation politique. Je ne confonds pas les extrêmes, mais par leur expression et leur positionnement, ces formations ne s'inscrivent pas comme des partis de gouvernement. Fin de citation. Le président de la République qui confirme qu'il veut garder son cap politique. La base des discussions avec sa première ministre reposera sur le cadre du projet présidentiel et celui de la majorité présidentielle qui pourra être amendé ou enrichi. Emmanuel Macron qui compte mener à bien les réformes annoncées et notamment celle des retraites. Merci beaucoup Elisa. Alors on va revenir évidemment sur cette notion de parti de gouvernement, cette façon qu'il a de mettre à l'écart dès le début d'un côté le Rassemblement national, de l'autre la France insoumise. Mais d'abord sur cette notion de compromis qu'il avait évoqué Emmanuel Macron, on a le sentiment, Michel Taub, que c'est déjà fini. Oui,
En fait, d'abord, je pense que le chef d'État veut gagner un peu de temps, parce que là, il est dans une semaine diplomatique qui va l'éloigner de Paris. Donc, premièrement, il prend un peu de temps. Deuxièmement, ce qui me paraît très important, c'est qu'il confie à Elisabeth Borne toute sa confiance. Et ça, c'était pas gagné, parce que franchement, il y a des pressions très fortes pour essayer de l'encourager à nommer un Premier ministre beaucoup plus politique, beaucoup plus combatif. Et là, c'est pas du tout le cas. Il lui donne sa confiance, et même, dit-il, dans la durée. Donc ça, c'est très important. Après, sera-t-elle la véritable ministre des Relations avec le Parlement, c'est-à-dire capable de justement trouver cette semaine les majorités d'appoint dont Emmanuel Macron a besoin? Entrer dans la cuisine politique. Exactement. Et je vais vous dire, c'est peut-être pas impossible. Parce qu'en fait, lorsqu'on regarde, c'est quand même très intéressant. Il manque à la majorité présidentielle 48 députés pour obtenir la majorité absolue. Or, il y a 51 députés qui ne sont membres ni de la NUPS, ni du Rassemblement national qu'Emmanuel Macron écarte, comme n'étant pas des partis du gouvernement, mais également LR, Olivier Marleix, qui a déclaré ce matin dans le JDD que LR ne sera pas un parti... Voilà, le patron du groupe LR à l'Assemblée nationale qui dit « nous ne serons pas la béquille du gouvernement ». Mais il reste 51 députés qui ne sont membres d'aucune de ces trois forces politiques. Il y en a des divers gauche, des divers droite, il y a des régionalistes. Et donc, je pense que c'est parmi ces 51 députés indépendants, on va dire, qu'il va essayer, qu'Elisabeth Borne va être chargée d'essayer de trouver cette majorité d'appoint, ces députés d'appoint qui pourraient lui donner, à la surprise générale, peut-être une majorité à un ou deux députés. Ça, à mon avis, ça fait partie des défis. Et sinon, évidemment, sur des majorités d'idées, comme il le dit dans l'interview à l'AFP, c'est-à-dire de sujet par sujet, projet de loi par projet de loi. Alors, sur la notion de compromis, c'est oublié ça, William T, visiblement, parce qu'en écartant d'un côté le RN et de l'autre LFI, qui sont quand même deux partis fondamentaux dans le paysage politique aujourd'hui, on n'a pas le sentiment que ça soit vraiment dans le sens d'un compromis. En fait, ils peuvent faire des compromis, mais il ne faut pas qu'ils rompent avec le cœur de doctrine de son projet politique. Il s'est présenté en 2017 en opposition notamment à l'extrême droite, et même s'il a navigué notamment avec ses différentes déclarations, il doit rester constant, et c'est ce qui lui a fait perdre des électeurs. Pourquoi est-ce qu'on parle de la mort du Front républicain, et notamment du fait que le Rassemblement national ait réussi à battre le plafond de verre aux derniers second tour des élections législatives? C'est parce que Emmanuel Macron et différentes personnalités politiques ont dit que le Rassemblement national était un parti comme les autres, et notamment comme la France insoumise. Et à partir du moment où vous faites entrer le Rassemblement national dans le champ politique, les électeurs suivent et écoutent ce qui se passe, et donc du coup on brisait ce plafond de verre. Donc c'est dans le champ politique, mais pas de là à aller à être un parti du gouvernement. En fait, son électorat est vraiment anti-extrême. Ça veut dire que ces électeurs, à la fois qui viennent du centre-gauche et du centre-droit, sont contre les extrêmes et ne votent Emmanuel Macron principalement pour battre les extrêmes. Ils ont voté pour lui pour battre Marine Le Pen à l'élection présidentielle. Ils ont voté pour lui à l'occasion du second tour des législatives pour battre Jean-Luc Mélenchon. Donc si par cas il commence à négocier avec eux, il rompt avec son cœur de doctrine et il peut vraiment tout perdre, notamment s'il dissout, c'est-à-dire qu'il terminerait avec une majorité encore plus ferme que ce qu'il a actuellement. Ensuite, après, sur la question d'Elisabeth Borne, pourquoi est-ce qu'il la conserve? Elle a des faiblesses, mais elle a aussi des atouts. En faiblesse, c'est que politiquement, elle est très faible, voire même nulle. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu ça à l'occasion des élections législatives. C'est que normalement, le Premier ministre que vous nommez à l'issue d'une élection, il est censé mener l'élection législative. Et quand vous regardez la carte de déplacement d'Elisabeth Borne, elle s'est concentrée principalement sur sa circonscription du Calvados. Oui. Alors que normalement, vous êtes censé soutenir toute la majorité. Elle en est quand même au tout début de ses fonctions. Oui, mais Édouard Philippe était au début de ses fonctions en 2017 et il avait soutenu les députés qui étaient face à la droite pour notamment couler les députés républicains. Ce qui était le reproché, c'est pour ça qu'il est qualifié par les républicains de traître. Ensuite, après, elle a une deuxième faiblesse, c'est qu'elle ne connaît pas la majorité parlementaire, et elle ne connaît pas les députés divers gauche, divers droite, ou même républicains, du PS. Et donc, est-ce qu'elle est en capacité de nouer une relation personnelle avec eux pour les convaincre à se rallier et à voter les textes proposés par Emmanuel Macron et par le gouvernement? Par contre, elle a des atouts. Et pourquoi est-ce que Macron la conserve? Premier point, c'est que personne ne pense qu'elle peut être candidate à l'élection présidentielle suivante. Et donc, du coup, vous avez moins la tentation de vous opposer à elle par principe, dans la mesure où ce ne sera pas une concurrente politique. Il n'y aurait pas un intérêt personnel. Politique. Oui. Deuxième point, c'est qu'elle est habituée aux négociations. C'est-à-dire que dans son job et dans ses différentes fonctions, elle a négocié notamment avec les syndicats, ce qui est très utile pour la réforme des retraites, et elle est habituée à faire des compromis, donc elle est sur la tendance du compromis. Et ce que fait Emmanuel Macron, c'est qu'il fait du en même temps. C'est qu'il ouvre la porte au compromis d'un côté, mais en même temps, il doit rester ferme pour reprendre l'initiative, pour conduire avec la même idée en tête, c'est que s'il y a une dissolution, il fait porter la responsabilité non pas sur la majorité présidentielle, mais sur les autres partis qui ont refusé de collaborer avec lui. Voilà. Et puis également, Emmanuel Macron, quelque part, il met la balle dans le camp de la
l'Assemblée nationale. Est-ce que effectivement les députés prendront la responsabilité d'un blocage des institutions si dans 10 jours il n'y a pas de discours de politique générale suivi d'un vote de confiance, parce que il le dit d'ailleurs dans la déclaration à l'AFP, il n'est pas sûr qu'il va y avoir ce discours et cette question de confiance, parce qu'évidemment on ne sait pas encore quelle va être l'attitude des groupes politiques. Mais la réalité, c'est que, je le répète, l'ANUPS, le Rassemblement national, évidemment, mais les Républicains aussi, ont déjà fait savoir qu'ils ne signeraient pas un blanc-seing au président de la République. Donc la question va être vraiment, est-ce que vraiment, ça me paraît très important, est-ce que ces 51 députés qui ne sont inscrits nulle part et dont on aura la composition définitive demain soir, parce que l'Assemblée nationale, actuellement sur le site de l'Assemblée nationale, ce qui est amusant, c'est que tous les députés, les 577 députés sont notés comme non inscrits. C'est demain soir qu'officiellement on aura figé les différents groupes politiques. Et là, les vraies discussions vont commencer. Et on va voir effectivement, par exemple, les députés ultramarins ont probablement décidé de se regrouper dans un groupe spécifique avec quelques autres députés. Là, peut-être que le chef de l'État va trouver une dizaine de députés qui vont le soutenir en échange d'accords sur des projets pour les Outre-mer. Donc, vous voyez, il y a des choses qui peuvent se jouer dans la semaine. Est-ce qu'Elisabeth Borne va trouver ces portes de sortie qui lui permettraient effectivement d'avoir une majorité soit d'idées, de projets, par exemple sur le pouvoir d'achat, plus tard sur les retraites, le vote du budget, qui est aussi la grande question. Est-ce qu'il y aura une majorité pour voter le budget de la nation ? On connaîtra aussi le nom de là ou du futur président de l'Assemblée nationale. Ce sera mardi. Il y a un problème dans le décompte des divers gauches. C'est que quand vous regardez la moitié des 22 divers gauches, la moitié d'entre eux ont été soutenus par la NUP. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième problème sur la question des ultramarins, c'est que dans les territoires ultramarins, c'est des territoires qui sont principalement très anti-Macron. Donc, et ce qui font peur aux députés, notamment, de travailler avec Emmanuel Macron, c'est qu'ils seraient vus, entre guillemets, comme des collabos, et en cas de solution, ils perdraient la prochaine élection. J'ai pas dit que c'était gagné. Mais c'était une éventualité. C'est ce qui fait peur à tous les députés, en fait. Quand vous interrogez tous les députés, ils se disent, mais si je travaille avec Emmanuel Macron, même si certains textes me plaisent, s'il dissout, j'ai peur de ne pas retrouver mon emploi en cas de dissolution. Alors pendant ce temps-là, dans ce qui est de sa relation à l'opinion, le désamour se confirme. Seulement 38% de Français se disent satisfaits d'Emmanuel Macron. C'est moitié moins qu'il y a 5 ans à la même période. Il devient même minoritaire dans les catégories que vous évoquez, qui fondent son socle électoral, à savoir les retraités, les cadres supérieurs et les 65 ans et plus, où là, il est en train de chuter vraiment. Mais je pense qu'il y a vraiment peut-être un début de désamour. Je pense que les Français lui reprochent beaucoup son inertie depuis sa réélection et son investiture le 14 mai dernier. Je pense que ça a quand même aussi contribué à sa défaite électorale législative, parce que le fait de ne pas avoir de majorité absolue, je pense que le soir de sa réélection le 24 avril, il ne s'y attendait pas du tout. Donc effectivement, je pense qu'il y a un début de décrochage. Un décrochage aussi pour la Première ministre, qui perd 9 points de confiance dans le même sondage. C'est quand même lourd pour elle. Et donc, ça va aussi contribuer à ce bras de fer qui n'est pas forcément en faveur de l'exécutif dans les 10 jours qui viennent. William ? Si Emmanuel Macron et Elisabeth Borne passent en dessous des 30 points de confiance, le macronisme et le quinquennat sera terminé. C'est-à-dire qu'il ne pourra plus, il sera plus en état de gouverner à partir de 30 points. Nous, on avait travaillé sur la question de la cote de confiance, et quand vous êtes en dessous de 30 points, vous n'êtes plus en capacité d'élargir. Et que ça se traduit comment ? En fait, c'est quand vous avez en dessous de 30 points, c'est-à-dire que vous n'avez plus assez de relais dans l'opinion, c'est-à-dire qu'en fait, vous arrivez dans ce que nous, on a appelé la spirale de la loose, et c'était la spirale qui était François Hollande. En fait, c'est-à-dire que tout ce que vous faites, vous avez plus de 2 tiers des Français qui sont contre vous, et c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne capable de défendre, et c'est à ce moment-là que petit à petit, vous perdez, petit à petit, vous engrenez petit à petit dans la défaite. C'est ce qui se passe. Excepté une chose, c'est qu'Emmanuel Macron a une capacité de rebond exceptionnelle, et c'est le seul président dans l'histoire de la 5e, hormis crise, à être en capacité de remonter sa cote de confiance. Il a fait leur moment des Gilets jaunes, il l'a fait avant la réforme des retraites, et donc du coup il a la capacité d'avoir un rebond, et c'est ce qu'il essaie de faire lors de cette interview. Moi je pense qu'il y a un enjeu qui est principal sur Emmanuel Macron, c'est que son électorat est un électorat qui soutient principalement, et un électorat qui réussit, et ils aiment principalement les winners. Donc le coup de la défaite électorale, notamment au second tour d'élection législative, a fait plonger les 2 représentants, donc Borne et Emmanuel Macron. Il y a un deuxième doute qui s'installe, c'est que le macronisme en termes d'offres politiques, si elle s'était stabilisée à l'occasion de l'élection présidentielle, on commence à avoir de plus en plus de doutes. Quand vous venez notamment du centre-gauche, est-ce que vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron qui met sur le même rapport LFI
Et Donc, le Jean-Luc Mélenchon Rassemblement qui vient de la national. gauche et le Rassemblement national, deuxième doute. Troisième point, c'est que l'offre politique, notamment sur le projet économique, sur les réformes internationales, enfin sur le projet international, sur le positionnement de la France à l'étranger, sur le système régalien, le fiasco de de France, est-ce qu'il est vraiment aussi clair qu'il y a 5 ans, quand il avait publié son livre Révolution? Je pense qu'il y a de plus en plus de doutes auprès de son électorat. La dernier mot, Michel. réalité, c'est que malgré l'optimisme qu'il affiche dans cette interview à Oui, l'AFP, je veux confiance. le chef d'État est en cohabitation avec une Assemblée nationale un peu impossible et que ça risque effectivement d'être très très difficile. Même, on n'en parle jamais, mais au sein même de la Macronie, de l'intergroupe Ensemble, est-ce que ça ne va pas aussi tanguer? Est-ce qu'il ne va pas y avoir des tensions entre la partie droite, Édouard Philippe, la partie gauche qui est déjà très très affaiblie? Donc effectivement, Emmanuel Macron est en cohabitation, une cohabitation inédite qu'on n'a jamais vue dans le passé, mais qui va peut-être contribuer à effriter sa cote de confiance et donc passer sous la fameuse barre symbolique des 30%. Des losers, hein, c'est ça, c'est pas. Il La a eu spirale tellement de la de loose, on Emmanuel retiendra Macron ça, a eu tellement de baraka depuis qu'il est rentré en politique, on a du mal à y croire, mais c'est peut-être ce qui est en train de lui arriver, ou alors rebondir parce qu'il a aussi pour lui la Constitution et le régalien et sa fonction Jupiter. Pardonnez-moi, il faut qu'on avance. Vous vouliez... Juste un petit mot sur Emmanuel Macron, c'est qu'il ne voulait pas d'Aurore Berger au groupe parlementaire, mais il n'a pas eu le choix parce qu'il a perdu Castaner. Et deuxième point, c'est que son candidat à la présidence de l'Assemblée nationale, c'était Roland Lescure, qui a perdu face à Yael Braun-Pivet. Donc même, il y a peut-être un doute au sein des députés marchards. Et l'entourage se rétrécit effectivement au fil des jours. Des tirs en rafale à Rennes, ça s'est passé avant-hier, en plein après-midi, dans un quartier résidentiel, celui de Maurepas. Ces tirs ont visé des jeunes hommes qui se trouvaient dans un parc. 2 hommes ont pris la fuite sur un scooter après les détonations. Plusieurs douilles ont été retrouvées sur les lieux de la fusillade. Les précisions de David Levaux, secrétaire régional unité SGP Police Bretagne. On a eu une exécution qui a été programmée sur des dealers sur le quartier de Maurepas. Et quand mes collègues ont assisté de près à cette scène, évidemment, quand les individus sont passés à proximité, qu'ils ont vu des policiers, ils ont dû du coup utiliser une arme automatique en rafale sur eux. Mais là, utilisation en rafale en plein jour sur un quartier populaire où il y a extrêmement d'enfants et de femmes avec des poussettes, etc. dans le secteur, ouais, là on a passé un palier, on a franchi un cap qu'on ne connaissait pas à Rennes. Notre crainte, c'était de voir une guerre des gangs s'installer. Bon, force est de constater qu'on n'est pas des agitateurs et des affabulateurs comme on veut nous faire passer, mais la réalité, elle est là. Malheureusement, on aurait aimé se tromper, mais ce n'est pas le cas. Et la semaine dernière, au même endroit, un homme de 28 ans avait été tué d'un coup de couteau. Il est 7h15, bientôt les titres de l'actualité. Elisa Lukavski. 4 explosions ont été entendues tôt ce matin à Kiev. Ça s'est passé dans le quartier de Shevchenkivski, un complexe résidentiel proche du centre-ville qui a été touché, provoquant un important incendie. Aucune information sur d'éventuelles victimes n'est pour l'instant disponible. Les Français doivent consommer moins. Appel lancé par les 3 dirigeants des 3 énergéticiens français, Total Energy, EDF et Engie. Ils demandent de réduire immédiatement la consommation de carburant, pétrole, électricité et gaz face au risque de pénurie et de flambée des prix qui menacent la cohésion sociale, je cite, l'hiver prochain. Et puis du basket avec le succès de l'Asvel sur Monaco en finale de Pro A. Victoire 84-82 pour Lyon-Villeurbanne au terme d'un match très accroché qui a été jusqu'en prolongation. L'Asvel remporte son 21e titre de champion de France, le 3e consécutif. Merci Elisa. S'ouvre aujourd'hui un nouveau sommet du G7 en Bavière, dans le sud de l'Allemagne. Vladimir Poutine agite, lui, une nouvelle menace nucléaire, en tout cas une nouvelle fois cette menace nucléaire. Le chef du Kremlin déclare que la Russie va livrer au Bélarus des missiles capables de transporter des charges nucléaires. Annonce faite alors qu'il recevait le dirigeant allié bélarusse, Alexandre Loukachenko. On écoute. Dans les prochains mois, nous allons transférer au Bélarus des systèmes de missiles tactiques Iskander-M qui peuvent utiliser des missiles balistiques ou de croisière dans leur version conventionnelle et nucléaire. Bon, revoilà pour la énième fois une menace nucléaire. Mardi dernier, il avait brandi Satan 2, ce tout dernier missile pour effrayer la planète. Oui, mais la Biélorussie, c'est un peu le mystère de cette histoire parce que ce pays est un allié formel par traité de la Russie, ce qui est assez rare. Il y a très peu de pays qui ont cette relation avec la Russie. Or,
elle ne participe pas à la guerre. Elle laisse simplement les troupes russes passer et utiliser son territoire. Et là, laisser des missiles nucléaires sur son territoire, c'est une brisure, une cassure avec la tradition de Loukachenko qui était de n'être pas trop proche de Poutine quand même, ne pas aller jusqu'à lui donner justement... Il a vraiment ce pouvoir-là de pouvoir se permettre de dire non, je ne suis pas trop proche de... Il l'avait et il l'a perdu. Quand il a eu ses élections contestées il y a 2 ans, il a perdu beaucoup de prestige et depuis ce jour-là, Poutine lui marche dessus jusqu'à lui imposer l'installation de ses missiles sur son territoire. Michel. C'est vraiment très important ce qui se passe parce qu'effectivement, je pense que Loukachenko est le vassal de Vladimir Poutine, mais il est aussi, la Biélorussie, c'est aussi ce par quoi les malheurs de Poutine sont arrivés en Ukraine, parce qu'on oublie toujours qu'il y a 2-3 ans, comme Harold Iman le soulignait, il y a eu pratiquement une révolution démocratique en Biélorussie. Il y a même un gouvernement en exil de Biélorussie. On ne le dit pas assez. Des citoyens qui ont eu le courage d'essayer d'obtenir la liberté. Et Loukachenko a écrasé l'opposition. Comment ? En faisant appel à Vladimir Poutine. Et les Ukrainiens, pourquoi se sont-ils mobilisés si fortement à partir du 24 février ? C'est parce qu'ils savaient que Vladimir Poutine voulait infliger à l'Ukraine ce que Loukachenko a infligé aux Bélarusses, aux Biélorussiens, il y a 2-3 ans. Donc, il y a un enjeu là. Manifestement, Vladimir Poutine, son idée d'union russophone qui regrouperait l'Ukraine, la Biélorussie, la Russie, il veut absolument l'avancer. Donc, effectivement, la Biélorussie va devenir, j'ai envie de dire, la chasse gardée, l'est déjà de Vladimir Poutine. Ça pose un très gros problème. C'est que la Biélorussie a des frontières nombreuses avec l'OTAN, avec la Pologne, avec les pays baltes, et que là, le bras de fer entre la Russie d'un côté et l'OTAN de l'autre, il devient direct, physique, sans frontières intermédiaires. Et effectivement, on rentre dans autre chose. J'aimerais citer aussi Kaliningrad, au nord de l'Europe, qui est une enclave russe et qui commence à avoir des gros problèmes avec la Lituanie. On voit bien qu'il y a une tentative, ou des risques en tous les cas, d'extension du conflit, au moins sur le plan géopolitique, bien au-delà de l'Ukraine. Et ça ne fait que faire monter les tensions. Et ça arrive au moment du sommet du G7 et d'un sommet de l'OTAN mardi. Moi, je pense que c'est spécifiquement pour ça, parce qu'au début du conflit, il y avait déjà eu les rumeurs. En tout cas, la Biélorussie avait adopté par référendum la possibilité de mettre des armes nucléaires sur son territoire. Et je pense que ce que fait Vladimir Poutine, c'est qu'il met la pression aux pays du G7, notamment de l'OTAN, en disant si vous poursuivez dans cette tentative-là, ou si vous tentez d'aller plus loin dans la co-belligérance, et éventuellement vous avez le risque de menace nucléaire. Parce que qu'est-ce qui fait peur aux pays occidentaux, et notamment européens ? Et c'est pour ça que de toute façon les pays européens n'ont pas envoyé d'armes supplémentaires, n'ont pas soutenu militairement l'Ukraine. C'est la peur d'une troisième guerre mondiale via la guerre nucléaire. Et c'est pour ça que la France et l'Allemagne ne peuvent pas aller plus loin et font un statut flou qui est soutien, mais sans entrer dans la co-belligérance. Et je pense que c'est ça qui fait peur. S'ils veulent changer, c'est la question du rapport de force et éventuellement changer le rapport de force du soutien militaire à l'Ukraine. Retour en France maintenant avec cette question. Y aura-t-il un professeur dans chaque classe à la rentrée prochaine ? La question se pose tant les résultats des concours de recrutement des enseignants sont inquiétants. Ça confirme une pénurie déjà amorcée depuis plusieurs années. Mathieu Devez. Faut-il craindre une pénurie d'enseignants à la rentrée ? Les premiers résultats des concours de recrutement n'incitent pas à l'optimisme. La situation est particulièrement critique en Île-de-France. En école primaire, il manque 62 enseignants à Paris, 660 à Créteil et 1006 à Versailles. Nombre de parents d'élèves sont inquiets. Tous les jours, on a des parents qui nous interpellent. On a des parents qui veulent entamer des procédures judiciaires parce que leurs enfants n'ont pas eu cours pendant un long moment, pendant toute l'année. Pour d'autres, ils passent des examens. Et les parents sont très très inquiets parce que l'avenir de leurs enfants n'est pas assuré en fait. De leur côté, les syndicats d'enseignants dénoncent la perte d'attractivité de la profession. C'est quand même très mal payé. C'est globalement 1 000 € par mois de moins que les autres concours de catégorie A en moyenne. Donc forcément, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre et aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à recruter des enseignants. Les conditions de travail sont aussi de plus en plus difficiles, les tailles de classe qui augmentent, les relations parfois conflictuelles avec certains élèves, certains parents, la réunionnite. Tout ça fait que non seulement on a du mal à attirer des enseignants, mais qu'on a aussi de plus en plus d'enseignants qui souhaitent quitter le métier. Malgré les problèmes de recrutement, le ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, promet un professeur devant chaque classe à la rentrée.
Et il promet également, Pape Ndiaye, une revalorisation de salaire, 2 000 € net pour les enseignants débutants. La hausse de rémunération sera composée de 2 parts, dit-il. La première, de passer de salaire de départ au-dessus de 2 000 € net. Par ailleurs, il s'agit d'ajouter un bonus pour ceux qui voudront aller plus loin. Et on revient dans quelques instants justement avec cette première interview de Pape Ndiaye depuis sa nomination. Le ministre de l'Éducation nationale se confie longuement dans les colonnes du Parisien. Nous parlerons aussi de la multiplication des grèves en ce moment, notamment dans le secteur des transport à l'approche des grandes vacances. À tout de suite. 7h30, merci de nous rejoindre dans la matinale week-end, toujours en compagnie de Michel Taube, William Tay et Harold Iman. À la une de l'actualité, Pape Ndiaye, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, se confie pour la première fois. Il revient sur la polémique soulevée lors de sa nomination, maintient qu'il n'y a pas de compromis, selon lui, à avoir avec le Rassemblement national. Il évoque également les inégalités scolaires et la rémunération des enseignants. À l'approche des vacances, beaucoup s'inquiètent de l'accélération des mouvements de grève. Les perturbations se multiplient sur les rails et dans le ciel européen, avec souvent les mêmes demandes des salariés, de meilleures conditions de travail et une hausse des salaires. Les forces russes confirment leur progression dans l'est de l'Ukraine au prix d'intenses combats. Après s'être totalement emparées de Sévérodonetsk, elles sont maintenant dans la ville voisine. Kiev réclame des armes pour tenter de faire jeu égal. C'est la première fois qu'il donne une interview depuis qu'il a été nommé ministre de l'Éducation nationale. Pape Ndiaye se confie aujourd'hui dans les colonnes du Parisien. Un long entretien dans lequel il revient sur le déluge de critiques qui ont suivi sa nomination. Il se positionne aussi face au Rassemblement national. Selon lui, pas de compromis possible. Les détails avec Marie Conan. Dégager des majorités en s'alliant au Rassemblement national. Alors que plusieurs membres du gouvernement semblaient ouverts à cette idée, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, exclut catégoriquement cette éventualité, quelles qu'en soient les circonstances. Il n'y a pas de compromis à avoir avec le Front national. C'est ma boussole politique. Je suis entré dans ma vie citoyenne à 20 ans par lutte contre le Front national, et cette boussole, je ne la perds pas. S'il admet qu'un échange au sein des commissions dans l'hémicycle reste nécessaire, Pape Ndiaye ne perçoit en revanche pas d'avenir en commun avec un parti dont le projet politique va à l'encontre de ses valeurs. Un parti qui est selon lui anti-républicain. Ce n'est pas parce que le Front national parle de république qu'il est républicain. Lorsque l'on propose la préférence nationale, on sort de la République telle qu'elle a été pensée, telle qu'elle est affirmée dans la Constitution. Suite à sa percée spectaculaire aux élections législatives, le ministre admet craindre pour l'avenir de notre démocratie. Il tient à alerter sur les dangers d'une banalisation de l'extrême droite. Cette entrée massive à l'Assemblée témoigne de son implantation durable. Évidemment, si l'on continue à en pointiller cette courbe en se projetant dans les années à venir, la question gravissime de l'accession du Front national au pouvoir ne relève plus de la fantasmagorie. L'heure est grave. Durant son mandat, Pape Ndiaye le répète, l'objectif sera de rassembler tous les Français. Le ministre de l'Éducation nationale prône une république de l'école qui accueillera tous les enfants, quelle que soit leur nationalité. William, on évoquait tout à l'heure Emmanuel Macron qui renvoie dos à dos la France insoumise et le Rassemblement national en disant que ce ne sont pas des partis de gouvernement. Là, clairement, Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, fait un choix. Pour lui, le parti qui ne peut pas être un parti de gouvernement, c'est le Rassemblement national. C'est sa boussole, dit-il. Vis-à-vis de son électorat, vis-à-vis de l'électorat d'Emmanuel Macron, s'il veut rester ministre, il a raison de le faire. Il n'a pas le choix, dans la mesure où il distingue, et c'est vrai que l'électorat d'Emmanuel Macron distingue, même si c'est de moins en moins le cas, parce que quand on regarde le duel entre NUPES et Rassemblement national au second tour des élections législatives, on regarde que les électeurs marcheurs se sont davantage portés sur le Rassemblement national que sur le LFI, même s'ils sont partis majoritairement dans l'abstention. Il y a un deuxième point moi, qui me pose question sur Pape Ndiaye. Il peut défendre en disant que le Rassemblement national n'est pas républicain pour différentes raisons. Il parle de la question de la préférence nationale, qui serait contraire à la Constitution, etc. Mais en fait, ce qu'il reprend, c'est le discours qui a été tenu il y a 20 ans, lorsque Jacques Chirac faisait face à Jean-Marie Le Pen au second tour. Et est-ce que c'est vraiment... Il parle d'ailleurs du Front national. Hein. Oui, il parle du Front national, justement, c'est pour ça que je faisais référence à 2002. Et est-ce que c'est vraiment à jour de tenir ce type de discours? Est-ce que ça empêchera véritablement de faire monter le Rassemblement national? Ce qui empêche le Rassemblement national de monter, c'est d'avoir des résultats efficaces. C'est d'avoir des résultats sur le plan économique, c'est d'avoir des résultats sur le plan scolaire, et c'est ça qui empêche le Rassemblement national de progresser. Quand vous regardez la carte où le Rassemblement national a progressé, c'est notamment les territoires qui sont gilets
gilets jaunes, ou des territoires désindustrialisés, des territoires où il y a de moins en moins de services publics, où il y a de plus en plus d'insécurité, où c'est les personnes qui ont fui l'insécurité des grandes métropoles et qui sont parties situées dans ce que Christophe Guilluy appelle la France périphérique. Est-ce que c'est en tenant les mêmes discours d'anathème que vous êtes capable de faire reculer le Front National, ou est-ce que c'est en tenant ce type de discours que les électeurs vont de plus en plus se révolter en se disant c'est un ministre qui n'a pas compris notre situation, qui n'a pas compris pourquoi est-ce qu'on votait Rassemblement National. L'enseignement du second tour des élections législatives, c'est de dire on veut ou voulait qu'Emmanuel Macron soit président parce qu'on ne voulait ni de Marine Le Pen ni de Mélenchon. Ensuite, après, ils lui ont donné une majorité relative pour lui permettre de gouverner, mais de dire entendez-nous. Est-ce qu'avec ce type de discours, Pape Ndiaye peut lutter contre le Rassemblement national, mais est-ce qu'il comprend le message fait passer par les électeurs du Front National? Attaquer frontalement le Rassemblement national comme il le fait, est-ce une erreur, comme le dit William Tay? Je ne sais pas si c'est une erreur, mais en lisant l'interview, et là je suis vraiment d'accord avec William Tay, j'ai l'impression de lire l'interview d'un ministre de l'Éducation nationale, d'un Premier ministre qui pourrait s'appeler Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire qu'en fait, il attaque bille en tête de façon très très forte le Rassemblement national, le Front national, comme il dit, effectivement, je pense avec presque 20 ans de retard. Et je pense que c'est en fait... Pourquoi? Je pense que Pape Ndiaye, il vient de la gauche, même très à gauche, quand même, l'universitaire qui a beaucoup travaillé sur les enjeux de diversité, de communautarisme aux États-Unis, etc. Donc, j'ai envie de dire que c'est assez classique. Maintenant, ce qu'on attend du ministre de l'Éducation nationale, c'est peut-être pas qu'il dise que sa boussole politique, c'est la lutte contre tel ou tel parti, mais c'est simplement l'intérêt des élèves. C'est de faire monter le niveau scolaire, c'est de régler les problèmes de l'école, c'est de trouver des solutions pour mieux payer les profs parce qu'il va en manquer à la rentrée scolaire. Ça doit être ça, surtout sa boussole. Cette orientation très politique dès le départ, au lieu effectivement de parler de sa fonction et de l'école? Je pense qu'il doit lui-même essayer de se convaincre qu'il est un homme politique. Parce que hier, il était universitaire, hier, il était un intellectuel, hier, il était un professeur d'université. Aujourd'hui, il est en politique, il est dans l'arène politique. Et la meilleure façon, et j'ai envie de dire la plus facile, c'est de s'attaquer au Front National parce que ça fait partie des fondamentaux. Mais effectivement, le Front républicain qui a tenu 20 ans, du 21 avril 2002 jusqu'au second tour de l'élection législative d'il y a 10 jours, il y a 15 jours, et ben ce Front républicain, il a sauté. Donc j'ai envie de dire qu'il est complètement à contre-temps. Ça va satisfaire, encore une fois, l'électorat de gauche, voire d'extrême gauche, mais ça ne répond pas aux enjeux politiques du moment. Donc je pense qu'il est en décalage. Et puis quand même, là aussi où j'ai l'impression de lire l'interview d'un ministre de l'Éducation nationale, d'un fictif Premier ministre qui aurait pu s'appeler Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il critique aussi l'attitude du président de la République dans cette interview. Il dénonce la verticalité du pouvoir, il dit qu'il faudrait plus d'humilité à la tête de l'État, mais c'est quasiment une critique du président de la République. Donc effectivement, je pense que il essaye d'occuper... Il ne faut pas oublier que la partie gauche de la Macronie a essuyé une défaite électorale très importante aux législatives, et peut-être que Pape Ndiaye a en tête d'essayer de prendre une forme de leadership sur cette petite frange, encore une fois fortement réduite, de la gauche de la Macronie, parce que là, il y a peut-être un espace de conquête de certains députés qui pourraient faire la pointe pour des majorités d'idées dont le gouvernement aura bien besoin dans les mois qui viennent. Et même au sein du corps enseignant, peut-être aussi dans l'éducation nationale. Il avait deux fonctions, Pape Ndiaye, parler à la gauche et plaire aux syndicats enseignants. Moi, je pense que ce qu'il voit à peu près, je suis d'accord avec Michel Taube sur la fin, c'est notamment, en fait, il essaye de survivre politiquement. Parce que c'est un des premiers ministres auxquels, dès qu'Emmanuel Macron a fait son interview et d'éventuels compromis, notamment avec les Républicains, on s'est dit, il va sauter, il tiendra pas 2 mois, parce que ça va être une des principales cibles des Républicains les prochaines semaines. Et si vous mettez Pape Ndiaye, c'est-à-dire que ça va braquer directement les députés républicains qui vont l'attaquer directement, comme ils ont attaqué Taubira à l'époque de François Hollande ou Najat Vallaud-Belkacem. Ça, c'est le premier élément. Et sur la question des syndicats étudiants et même à l'électorat de gauche, est-ce qu'en fait, il parle à l'électorat de gauche, en fait, foncièrement? Est-ce que l'électorat de gauche se dit, on va quitter la NUPES? Syndicats d'enseignants. Je vais venir sur le deuxième point. Est-ce qu'un électorat de gauche a lâché Jean-Luc Mélenchon et la NUPES pour voter Emmanuel Macron en se disant il n'y a pas Pape Ndiaye, il va nous représenter, c'est génial? Je ne suis pas sûr. Et donc, c'était aussi le problème d'Elisabeth Borne. Et sur la question des syndicats enseignants, la difficulté, c'est de répondre sur le fond. En fait, ça revient à la question qui a été posée tout à l'heure, c'est la question de la pénurie des enseignants. C'est est-ce qu'il va revaloriser le salaire des enseignants? Alors c'est ce qu'il dit, 2 000 euros net. Ça c'était annoncé par Blanquer il y a quelques mois. Mais ça va être la confirmation. Confirmation de Blanquer. Deuxième point, c'est est-ce qu'il est capable de donner du sens au métier d'enseignant? Et troisième point, c'est est-ce qu'il est capable de soutenir les enseignants face à 2 points précis? La question de la sécurité et les soutenir notamment face aux parents d'élèves qui deviennent de plus vindicatifs à l'égard des corps enseignants. Est-ce qu'il y aura une volonté politique de soutenir le corps enseignant et de réinstaurer la méritocratie comme voulait le faire Blanquer il y a 5 ans?
C'est ce qu'on verra dans les mois qui viennent et vraisemblablement à la rentrée prochaine qui promet d'être agitée en septembre. Pour l'instant, ce sont les mouvements de grève qui se multiplient. C'est particulièrement visible dans les transports à l'approche des grandes vacances. Sur les rails ou dans les airs, les revendications sont sensiblement les mêmes. De meilleures conditions de travail, des hausses de salaire. Ce week-end, les pilotes de Transavia et les stewards et hôtesses de Ryanair sont en grève. À la SNCF, une grève des cheminots est prévue le 6 juillet, le jour de la fin de l'école. Nous sommes avec Thierry Douin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de la Fédération CFTC des transports. Quelle est selon vous la principale raison de ce qui ressemble à une flambée des grèves ? Je ne sais pas si c'est une flambée des grèves pour l'instant ou des mouvements de mécontentement. Ce qui est sûr, c'est que vous avez une profession qui a été mise en deuxième ligne pendant la crise Covid. On disait, voilà, c'était des travailleurs nécessaires, etc. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ces travailleurs nécessaires, on les paye pratiquement au niveau du SMIC ou un tout petit peu au-dessus. Et on voit bien qu'en même temps, l'inflation galope très vite, et ça c'est pour tout le monde, malheureusement. Et les meilleurs experts disent jusqu'à la fin 2023. Et les négociations dans les branches sont une fois par an, ce qui est la règle du code du travail. Et donc, on fait les négociations sur les salaires une fois par an. Sauf que quand l'inflation galope, le SMIC, on lui donne des coups de pouce réguliers, et ben on est bien obligé mécaniquement de faire des négociations au moins tous les trimestres ou tous les 4 mois. Enfin, il faut regarder à quelle échéance il faut le faire et se mettre autour de la table. Parce que les grilles de salaire sont absorbées en permanence par le SMIC, où le SMIC rattrape les salaires un peu supérieurs, et on se retrouve avec des salariés pratiquement tous au SMIC, même des salariés qualifiés avec des métiers difficiles. Qu'est-ce qui pourrait vous satisfaire en termes de revalorisation de salaire ? C'est à hauteur de combien ? Écoutez, déjà, pour nous, le mécontentement de lundi, c'est un mécontentement sur beaucoup de branches. C'est autant les routiers marchandises que les logisticiens, que les convoyeurs de fonds, que les ambulanciers, que les voyageurs. Il y a tous les secteurs de la convention collective qui sont aujourd'hui pris au niveau du SMIC. Il y a certains qui ont fait des efforts, et je le dis, dans le routier marchandises, il y a eu des négociations en début d'année. Malheureusement, faut se remettre autour de la table parce que, ce que je vous disais précédemment, l'inflation galopant et le SMIC augmentant, les grilles redeviennent à hauteur pour certaines à 10,85. Dans la logistique, il n'y a pas eu de négociation depuis l'année dernière et on nous propose pour l'instant généreusement 3%. Je pense qu'on se moque de la profession. Dans les convoyeurs de fonds, ça fait 7 ans qu'il n'y a pas eu de négociation sur les salaires. Enfin, vous voyez, il y a une multitude, et quand on voit que le SMIC est à 10,85, si vous me demandez, moi, à combien je m'attends, vous donnez tout de suite 10% à ces secteurs-là, et ils s'en conviennent largement, et ils ne seront pas surpayés. D'un mot, jusqu'où êtes-vous prêt à aller ? Pour l'instant, c'est un mouvement. On va apprendre à se compter. On va voir un peu ce que ça donne lundi. On va perturber seulement les zones industrielles, les pôles industriels. Il n'est pas question d'aller perturber les routes pour embêter les usagers. On a un mot d'ordre, nous, c'est les zones industrielles, que les zones industrielles et les entreprises. Ceux qui veulent rester en entreprise resteront en entreprise. Et puis, si les organisations professionnelles s'entêtent dans leur méthode de ne pas vouloir se mettre autour de la table, écoutez, la rentrée scolaire sera là. Il est clair que... Avertissement donc pour le mois de septembre. Merci beaucoup Thierry Douin, président de la Fédération CFTC des transports. On peut s'attendre à une paralysie ? C'est probable parce que la situation est vraiment gravissime. On est à peu près la même situation qu'au moment des 2 chocs pétroliers, c'est-à-dire qu'en fait, on a une croissance qui est très faible et on a une inflation qui dépasse la croissance. Et ça, c'est une situation qui est véritablement compliquée parce que ça veut dire qu'au moment où, si vous décidez d'augmenter les salaires dans les entreprises, du coup, vous créez un problème de compétitivité de toutes les entreprises et donc, du coup, les entreprises seront obligées de licencier. Et là, vous entrez, je ne vais pas utiliser 2 fois le terme, mais un peu la spirale de la loose et dire que vous tombez, vous déclassez petit à petit, vous n'avez pas de solution. La seule solution qui serait possible, et ça a été pratiqué dans les années 80 pour répondre aux 2 chocs pétroliers, c'est de pratiquer ce qu'on appelle une politique de l'offre
parce que du coup, le seul moyen, c'est que si vous ne pouvez pas augmenter via un plan keynésien pour relancer, du coup, vous êtes obligé de baisser les charges des entreprises pour qu'elles puissent compenser et donner cette baisse de charges et d'impôts pour augmenter les salaires. Mais donc, du coup, ça suppose que l'État fasse des réformes très importantes sur une baisse de la fiscalité, sur une baisse des dépenses publiques pour compenser, pour ne pas entraîner le déficit, pour ne pas entraîner une crise financière dans les années à venir. Mais est-ce qu'Emmanuel Macron, dans le contexte politique que l'on connaît, est-ce qu'il est capable de venir auprès des Français, notamment, et d'expliquer qu'il va baisser les dépenses publiques de 50 à 100 milliards d'euros? Ce serait alors très qu'on est dans une politique du quoi qu'il en coûte depuis c'est très compliqué. un certain temps. Non, mais l'été s'annonce très chaud. Très très chaud, et pas qu'au niveau caniculaire, au niveau aussi du climat social. Pour vous, c'est pas en septembre, ça va pas aller jusqu'en septembre. Il y a déjà actuellement des grèves dans le ciel aérien, des compagnies, vous citez tout à l'heure Transavia, il y a 48 heures, personne n'était au courant. Donc là, il y a des grèves qui se multiplient au niveau du ciel aérien. Il y a une grève nationale des cheminots à la SNCF le 6 juillet. Il y a déjà des menaces également de nouveau sur le ciel aérien au départ des vacances dans les aéroports. Donc oui, effectivement, je pense que avec la rentrée parlementaire qui est pour le 5 juillet, je pense que les syndicats et la troisième, la quatrième mi-temps du processus politique sur le terrain social ne va peut-être pas attendre la rentrée et va se jouer peut-être début juillet, ce qui est fort regrettable pour beaucoup de nos concitoyens, parce que pour ceux qui peuvent partir en vacances et souvent en ayant fait des économies extrêmement douloureuses, ça risque de créer d'énormes problèmes. Je rappelle que dans certains pays comme l'Italie, il y a des périodes de l'année à Pâques, au départ des vacances, au retour des vacances et à Noël, on n'a pas le droit de faire grève pour justement permettre aux citoyens de vivre en famille et de rejoindre leur famille. Mais bon, ça c'est un exemple qui ne sera peut-être pas proposé à la prochaine Assemblée nationale à partir de juillet, mais oui, l'été va être très chaud avant même la rentrée de septembre. La situation en Ukraine maintenant avec la chute de Severodonetsk, cette ville clé du Donbass est donc tombée aux mains des Russes et ça confirme l'avancée militaire au 5e mois de guerre. Les troupes entrent maintenant dans la ville voisine. Sur cette route proche de Severodonetsk, les stigmates des combats sont visibles au sol. Dans la ville, située dans la région du Donbass à l'est, les forces ukrainiennes se sont retirées. La ville est entièrement occupée par les Russes. Ils essayent d'imposer leurs règles. Il y a notamment une sorte de commandant qui rassemble une certaine activité. Après Mariupol, la prise de Severodonetsk accroît encore le contrôle russe sur la région du Donbass. Mais malgré ces défaites, le président ukrainien refuse d'abdiquer. Il a tenu à rassurer sa population dans un message vidéo. Toutes nos villes, Severodonetsk, Donetsk, Louhansk, nous les récupérerons toutes. Chaque semaine, nous allons à Kherson. Pas un seul jour, nous avons oublié Melitopol, sur Berdiansk, sur Enerhodar, Mariupol. Toutes les autres villes d'Ukraine qui sont temporairement occupées seront seulement ukrainiennes. À quelques kilomètres, la ville de Lysychansk est désormais menacée. Des combats ont actuellement lieu dans le centre-ville, où les forces russes sont entrées hier. Harold, une réaction à ce que dit Volodymyr Zelensky en disant « on récupérera toutes ces villes ». Bon, ce sont des déclarations de style propagandistique pour son peuple. C'est normal pendant une guerre que le président n'explique pas les cartes avec chaque petit mouvement. La réalité, c'est que si on se reporte en 2014, cette zone a connu l'avancée et le recul et l'avancée de nouveau des soldats tant ukrainiens que russes. Donc les va-et-vient sont totalement possibles. Ce n'est pas une victoire définitive russe sur la prise de Severodonetsk. Vos réactions dans un instant, juste après les principaux titres de l'actualité, Elisa. Opération clarification de la part d'Emmanuel Macron pour pallier l'absence de majorité absolue. Le président de la République a confirmé hier sa confiance à Elisabeth Borne. Il a chargé la Première ministre de sonder les groupes parlementaires afin de former, je cite, un gouvernement d'action début juillet. Premier cas confirmé de variole du singe chez un enfant en Ile-de-France. L'Agence régionale de santé a signalé ce cas hier. L'enfant scolarisé en primaire a été pris en charge et ne présente aucun signe de gravité. Jusqu'à présent, le virus n'avait en France touché que des adultes. Et puis des annulations de vols en cascade. Hier, une grève de personnel navigant de la compagnie Ryanair a provoqué l'annulation de 75 vols, notamment en Belgique, en France et en Espagne. Rien qu'en France, près de la moitié des vols prévus, 36 sur 80, ont été annulés. Le mouvement de contestation se poursuit ce dimanche.
Merci Elisa. Un dernier mot, Michel, concernant la Oui, situation en Ukraine ? Je pense que on est dans une grosse semaine diplomatique. L'Ukraine a obtenu l'ouverture du processus d'adhésion, enfin immédiatement le processus vendredi, d'adhésion. à Bruxelles. Voilà. Maintenant, Zelensky a un agenda aussi avec l'OTAN. Le sommet du G7 également qui a lieu en Allemagne. Et effectivement, je pense que là, le bras de fer va passer vraiment au niveau diplomatique et international et que Vladimir Poutine n'a pas encore annoncé les conséquences qu'il tire de cet ancrage occidental de l'Ukraine qui est quand même sa grande défaite depuis l'ouverture des hostilités, avec aussi le fait que la Russie a le temps devant elle au niveau militaire et que la méthode Coué de Zelensky c'est une chose, mais l'avancée russe petit à petit, de semaine en semaine, alors ça prend du temps, mais encore une fois les Russes en termes d'artillerie, ils ont malheureusement le temps devant eux. Et il y a cette menace nucléaire que Vladimir Poutine rebrandit encore la veille juste avant l'ouverture de ce sommet de l'OTAN. Tout de suite, place au sport.